Bonjour les gars et les filles. Aujourd'hui c'est le 16 mars 2020 de ce temps bizarre qui est caractérisé par la pandémie coronavirus. Cette série de vidéos, je les appelle l'école au temps du coronavirus. Vous savez, il y avait un fameux roman en espagnol qui c'est El amor en el tiempo del cólera, et ici c'est l'école au moment du coronavirus. D'accord. Le titre de cette vidéo est Impérialisme 4, les empires coloniaux. C'est une vidéo qui s'adresse au secondaire 2, aux 4 foyers du secondaire 2. Ce matin, j'ai déjà enregistré une vidéo pour le foyer 203, qui manquait de Impérialisme 3, je n'avais pas pu le faire à l'école. Et maintenant, c'est Impérialisme 4. C'est le dernier cours de ce module, Impérialisme 4, donc vous ferez la ligne du temps. Le cours se déroule normalement, comme à l'école, c'est-à-dire que vous trouverez les mots-clés, ici en bas de vidéo. Je vais procéder mot-clé par mot-clé. Je vous demande de prendre des notes sur une feuille et de remettre tout ceci au propre d'un cahier de notes. Si jamais le cahier de notes est resté à l'école, dans votre casier, et vous n'avez pas accès pour aller le chercher, alors tout simplement prenez un nouveau cahier et on va l'ajouter à votre série de cahiers de notes. Je vais évaluer tout ceci de quelque façon, au retour à l'école. J'espère qu'on pourra retourner à l'école. Je ne sais pas comment, mais c'est sûr que ça compte. Donc, je vous rappelle que nous ne sommes pas en vacances. Nous sommes dans une période de congés forcés, donc il ne faut pas perdre notre temps. Alors, impérialisme 4, les empires coloniaux, voici les mots-clés, vous les trouvez en bas, mais je vous l'ai dit. Plus tard, je ne suis pas trop expérimenté pour la construction des vidéos, mais si j'arrive à mettre d'autres images ou le schéma, je vais le faire, je vais l'ajouter à la vidéo. Mots-clés sont Conférence de Berlin, 1885, Grande-Bretagne, France, Allemagne, Belgique et Pays-Bas, Espagne, Portugal, Russie et bilan. Comme vous pouvez le comprendre, aujourd'hui on va parler de chacun de ces grands empires coloniaux du XIXe siècle. La conférence de Berlin, en 1895. D'accord. Et par la conférence de Berlin, qui était gérée par un grand diplomate allemand, un grand stratège allemand, qui s'appelait Bismarck. Or que les grandes nations européennes se sont retrouvées sous le prétexte de l'exploration. Encore, toujours on se donne de bonnes causes quand on veut s'approprier de quelque chose, quand on veut justifier une guerre. Alors les nations européennes disent il faut, pour une question géographique, de connaissances scientifiques, nous devons connaître toute l'Afrique. Mais en réalité, les puissances européennes se sont partagées toute l'Afrique après cette colonisation. Ils se sont mis d'accord sur comment se partager tout ce qui restait de la colonisation africaine. Jusqu'à l'année 1875, la colonisation se faisait sans règles. C'était une colonisation premier arrivé, premier servi. Si le peuple africain a accepté la domination de la Belgique, de l'Allemagne, de la France, bien, sinon, c'était la soumission par la force, par la guerre. Or à la sortie de la conférence de Berlin, l'Afrique est complètement divisée, partagée. Si l'Afrique qui ne connaissait pas les frontières comme c'était en Europe, chaque pays avait son territoire, ses frontières. L'Afrique était une nation où l'organisation la plus importante de la société, c'était la tribu, et les tribus étaient confondues village par village, parsemées dans le même territoire. À partir de maintenant,
on peut prendre une carte coloriée de l'Afrique et là on voit tous les pays, toutes les nouvelles colonies. Exactement comme on fait en Europe. Un territoire, une frontière. Toute l'Afrique? Non, pas toute l'Afrique. Il reste 2 pays qui ne sont pas colonisés. Je vous laisse deviner un peu quels peuvent être ces 2 colonies. Passez un instant. Bon, je vais vous le dire. C'était le Libéria. Ici, si je peux plus tard, je vais mettre une carte, je vais ajouter une carte dans la vidéo, sinon je vais vous l'envoyer par email. Le Libéria. Le Libéria est sur la côte atlantique, d'accord, à côté de la côte d'Ivoire, près du Sénégal, une bande de terre sur l'Atlantique. Pourquoi le Libéria reste un pays indépendant? Parce qu'au Libéria, il se trouvait beaucoup d'anciens esclaves qui avaient travaillé en Amérique et que quand ils avaient reconquis leur liberté personnelle, ils avaient décidé de retourner en Afrique. Mais ils ne pouvaient plus retourner après une génération, plusieurs générations, après des années, au même village, au même pays d'où ils venaient de l'Afrique. Peut-être qu'ils ne savaient même pas d'où ils venaient leurs ancêtres. Alors où est-ce qu'ils vont? Ils vont, on leur donne un territoire, et c'est le Libéria. Il va avoir des problèmes avec les Africains indigènes, les autres noirs, mais finalement, ces esclaves américanisés s'installent là, ils prennent le pouvoir, et ils sont directement, pratiquement, dans la sphère d'influence des États-Unis. Ils ont un lien direct avec les États-Unis. Ils ont hérité tout le système de la démocratie parlementaire, de la Constitution américaine, du président, du Parlement, du Congrès, du système judiciaire. Donc, ce n'est pas un pays sauvage, c'est un pays qui connaît la civilisation. Ils sont des Noirs, oui, mais ce sont des Noirs qui vivent en Afrique. Donc, le Libéria, le pays de la liberté des esclaves américains, pour ça on l'appelle Libéria, on ne les touche pas. Ce n'est pas un pays à civiliser, il est déjà. Un autre grand pays, c'est l'Éthiopie. D'accord? L'Éthiopie, parce qu'on reconnaît à l'Éthiopie qu'il y avait eu dans le passé, dans l'Antiquité, depuis l'Antiquité, une grande civilisation. Civilisation, pensez-y un instant, d'accord? Regardez-vous, est même citée dans la Bible, d'accord? Parce qu'un grand roi de Jérusalem, le fils de David, de Salomon, le grand roi de justice, de paix, peut-être quelqu'un se souvient de cette anecdote qu'on avait racontée, que les 2 femmes se disputaient l'enfant survivant, d'accord, et Salomon manifeste toute sa sagesse en disant coupez-le en 2, de sorte que celle qui crie le plus, ça sera, il va l'identifier comme la vraie mère. Bon, Salomon avait eu une relation avec la reine d'Éthiopie, la reine de Saba, et la reine d'Éthiopie avait eu un enfant de la reine de Saba et de Salomon. Et donc, l'empereur d'Éthiopie, qui était en place au XIXe siècle, était considéré comme le descendant de ce personnage biblique, de ce grand roi de Salomon. Donc, l'Éthiopie, on ne la touche pas. Au moins, on ne la touchera pas jusqu'en 1936, quand Mussolini, avec son désir de rendre plus grand, d'expandre son territoire colonial, il va occuper, lui, l'Éthiopie aussi, mais il se fera beaucoup d'ennemis, l'Angleterre, la France. Mais au XIXe siècle, l'Éthiopie et le Libéria, on ne les touche pas. Pourquoi? Parce que là, il y a déjà de la civilisation. Deuxième mot-clé, la Grande-Bretagne. On va parler ici de l'empire colonial le plus important, le plus puissant de l'époque, qui est bien sûr l'empire britannique. Le premier aspect qui caractérise la colonie de la Grande-Bretagne est l'utilisation des ressources. Les Britanniques, nous l'oublions là, c'est là, en Angleterre, au milieu du XVIIIe siècle, 1750, qui s'est déclenchée la révolution industrielle. Nous l'avons vu. Donc, les Britanniques ont besoin de beaucoup de ressources, bois, charbon, d'accord, bois pour faire leurs bateaux, etc. Une autre chose qui caractérise la colonie britannique, c'est le respect pour les pratiques locales.
britanniques s'installent et ils se séparent. Ils sont toujours séparés des indigènes. Hein. Ça a été la même chose en Amérique, ça a été la même chose en Inde, c'est la même chose en Afrique. Non, les colons britanniques vivent dans leurs maisons, dans leurs quartiers, dans leurs villages. Ailleurs, il y a les indigènes. Non? Ce sont ceux qui ont fait moins de tous des métis. Mais en même temps, ils respectent, ils donnent une certaine autonomie aussi aux pratiques locales. D'accord? Ils ne se mélangent pas trop, ils n'imposent pas trop leur façon de vivre. D'un point de vue géographique, ici, il faudrait avoir une carte. L'Égypte, l'Empire britannique est constitué par l'Égypte, le Soudan, l'Ouganda, la Rhodésie et l'Afrique du Sud, conquise aux Hollandais qui l'avaient colonisé auparavant. En Asie, le Pakistan, la Birmanie, la Malaisie. L'Inde, c'est toute une histoire particulière. D'accord? L'Inde est d'abord pénétrée par les Britanniques par les compagnies commerciales. Depuis quelques siècles, les Britanniques ont supplanté les Portugais. C'était les Portugais, Vasco de Gama, le premier à ouvrir la voie maritime par l'Inde, les épices. Et les échanges commerciaux continuent aussi au XIXe siècle. Mais maintenant, c'est plus le Portugal qui a eu un moment de déclin à l'époque de Philippe II. Et maintenant, c'est l'Angleterre, compagnie commerciale. Ils sont de plus en plus présents et rentrent. Mais ce n'est pas une colonie, l'Inde. Pourquoi? Parce que l'Inde, c'est une ancienne, une grande civilisation. On n'a pas le prétexte d'aller amener la civilisation à l'Inde. L'Inde, c'est déjà quelque chose de grand. Chapeau à cette façon de vivre. Donc c'est d'abord exploiter le commerce avec l'Inde par là, une compagnie qui s'appelle des Indes orientales, un commerce qui devient de plus en plus monopolisant. Et puis à un moment donné en Inde, il y a des révoltes contre les Britanniques. Les Britanniques, ils envoient l'armée, ils matent la révolte, et à partir de ce moment, l'Inde sera administrée directement par les Britanniques, comme une colonie. Mais on ne l'appellera jamais colonie. On ne peut pas appeler colonie l'Inde. On appellera l'Empire. Qui est l'empereur de cet empire? C'est le roi d'Angleterre, qui aura aussi les titres d'empereur d'Inde. Il y a 3 colonies qui ont un statut spécial. 3 colonies britanniques qui ont un statut spécial. 3 colonies qui ont beaucoup d'autonomie intérieure. Puis la politique étrangère est toujours gérée par la métropole, par Londres. Mais ces 3 colonies ont un parlement, ont un premier ministre, et pratiquement toute la politique intérieure, toutes les lois intérieures sont gérées autonomement. Ces 3 colonies à statut spécial, on les appelle les dominions. Je vous laisse deviner. 1, 2, 3. Arrêtez la vidéo si vous voulez encore du temps pour trouver la réponse. Je vous la donne. Un, c'est le Canada, donc notre pays. L'autre, c'est l'Australie. Et l'autre, c'est la Nouvelle-Zélande. Les 3 dominions au XIXe siècle. Et jusque dans la première partie du 1er siècle, on les appelait comme ça. Si vous trouvez dans quelques vieilles écoles quelques anciennes cartes du Canada, vous allez voir que ce n'est pas écrit Confédération canadienne ou Canada. C'est écrit Dominion du Canada. C'était le statut particulier de notre pays. Pourquoi ils ont autant d'autonomie? Pourquoi ceux-là organisent la police, ils organisent le commerce, le transport, les tribunaux à l'intérieur, la politique extérieure, la guerre, les traités internationaux, le passeport est toujours géré par la Grande-Bretagne? Parce que ces colonies-là n'ont pas besoin d'être civilisées, n'ont pas besoin. Sont habitées par des gens qui sont d'origine européenne. En Australie, en Nouvelle-Zélande, les Britanniques. Au Canada, par des colons qui sont en origine à moitié française et à moitié anglaise. Et donc des gens qui viennent de l'Europe. Donc ils ont déjà
la colonisation. Donc leur statut est particulier et s'appelle dominion. Troisième mot-clé, la France. D'un point de vue géographique, nous avons l'Afrique du Sahara, ce grand désert qui maintenant commence à explorer, le Madagascar et l'Indochine, Vietnam, Laos. Et le but de la France est vraiment de transformer les indigènes en citoyens. D'accord. La France est vraiment le pays qui investit le plus en termes de culture, d'écoles, d'infrastructures, d'éducation. Les colonies françaises étaient les plus scolarisées. Et certains historiens, dans certains livres d'histoire, on lit même que les Français ont beaucoup plus investi pour leurs colonies de ce qu'ils ont obtenu en retour. D'accord. Vraiment, l'idée de la civilisation. Les Français sont ceux qui ont fait la Révolution française, cette nouvelle conception du monde occidental, de l'Europe, et donc ils ont la vocation d'amener la civilisation. L'Allemagne, quatrième mot-clé, l'Allemagne. L'Allemagne arrive un peu plus tard dans la colonisation, mais il arrive quand même à soumettre la Namibie, la Tanzanie, le Togo, le Cameroun. Cherchez tous ces pays que je nomme sur une carte. Or, il n'y a pas de pays en Afrique où on parle l'allemand. D'accord. Pourquoi? Parce que la colonisation allemande n'a pas duré longtemps. L'Allemagne, au début de la Première Guerre mondiale, perd toutes ses colonies qui deviendront des colonies françaises ou britanniques, selon les cas. Cinquième mot-clé, la colonisation de la Belgique et des Pays-Bas. Pas des grands empires, mais quand même présents, ce petit pays européen aussi. La Belgique possède le Congo, un énorme territoire au centre-sud de l'Afrique. Et le Congo est même considéré comme une propriété personnelle du roi du Congo. Comme, je ne sais pas, notre grand-père peut posséder une terre à cultiver quelques hectares de terre dehors de notre ville. Lui, le roi, possède un territoire immense, des millions de kilomètres carrés, au milieu de l'Afrique. Puis l'Hollande, par contre, possède l'Indonésie, cet ensemble, cet archipel qui se trouve au sud des Philippines, au nord de l'Australie, cherchez-le sur une carte. Ok. Et qu'est-ce qui caractérise la colonisation belge et des Pays-Bas hollandaises? L'exploitation sans merci des ressources et de la population. Donc, un peu le contraire de ce qu'ils faisaient les Français. D'accord? Bon. Selon certains historiens, moi j'ai eu des anciens élèves qui étaient d'origine belge qui ont contesté ce point de vue. On pourrait faire un approfondissement. Est-ce que c'est vrai que les Belges exploitaient beaucoup plus que les autres? On pourrait faire des recherches et répondre à cette question. L'Espagne, autre mot-clé. L'Espagne avait joué un rôle de premier plan dans la colonisation de l'Amérique. Vous voyez encore aujourd'hui combien de pays qui parlent l'espagnol. Ici, l'Espagne, au XIXe siècle, joue un rôle très secondaire. En Afrique, il a le Maroc, et puis un petit pays dans l'Afrique centrale, qui est le seul pays africain où on parle l'espagnol. Arrêtez la vidéo si vous relevez le défi de me dire lequel c'est ce pays. 1, 2, 3. Je vais vous le dire, c'est la Guinée équatoriale, qui se trouve entre le Cameroun et le Gabon. Le Portugal. Le Portugal, nous le savons, avait été les premiers à s'installer en Afrique. Déjà, pendant que les Espagnols colonisaient l'Amérique, vous vous en souvenez, le traité de Tordesillas, cette ligne au milieu de l'Atlantique qui séparait l'Est et l'Ouest du monde, l'Ouest à l'Espagne, l'Est au Portugal.
Donc, le Portugal est le plus ancien des pays européens à s'installer en Amérique. D'accord? L'Angola et le Mozambique étaient déjà les pieds-à-terre des bateaux qui allaient en Inde après la découverte de la voie maritime de Berlin de Vasco da Gama. C'était long circumnaviguer l'Afrique pour arriver en Inde. C'était quand même plus rentable que le commerce qui se faisait par intermédiaire à l'intérieur du continent. Mais quand même, ce long itinéraire, les bateaux espagnols et les bateaux portugais s'arrêtaient en Mozambique, en Angola et Mozambique, qui seront aussi les dernières colonies en Afrique d'un pays européen. D'accord? Ils deviendront indépendantes seulement en 1974. Et je m'en souviens, je vois plus ou moins votre âge. Dans mon livre de géographie, on apprenait l'Afrique et c'est écrit que l'Angola et le Mozambique étaient des colonies portugaises. Et notre enseignant nous a dit que, juste en ces jours-là, l'Angola et le Mozambique étaient devenus indépendants. Et puis, on a les îles du Cap-Vert. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, on avait déjà parlé des îles du Cap-Vert. Et c'était, avant, disons, le voyage de Christophe Colomb, l'île du Cap-Vert, c'était l'endroit de l'Europe, la partie du monde la plus à l'ouest connue. Hein? Au-delà, c'était encore inexploré. Le monde finissait aux îles du Cap-Vert. Qu'est-ce que caractérise la colonisation portugaise, un peu comme celle espagnole? Or que les Portugais n'ont pas été un peuple grandement raciste. Les Portugais, ce sont ceux qui se sont mélangés le plus avec les populations locales. Et ce sont ceux qui ont fait le plus grand métissage. D'accord? Encore aujourd'hui, hein, si vous allez aux îles du Cap-Vert, vous voyez qu'il y a vraiment, comme type humain, il y a vraiment de tout. Un autre mot-clé, la Russie. Or que normalement, quand on parle d'un pays colonial, on ne considère pas la Russie. Pourtant, la Russie, d'un point de vue de l'extension de la superficie, c'est le pays qui a fait le plus grand empire colonial. Parce que la Russie a colonisé toute la partie nord de ce continent immense que c'est l'Asie. La partie nord de l'Asie s'appelle la Sibérie. Et ils ne se sont pas arrêtés là, regardez sur la carte. Ils sont allés plus loin, ils ont passé les détroits de Bering et se sont installés aussi en Alaska. L'Alaska, au XIXe siècle, jusqu'à la fin du XIXe siècle, appartenait à la Russie. Un territoire immense, la Sibérie. D'accord? Aujourd'hui, le plus grand pays au monde est la Russie. La Russie compte 13 millions de kilomètres carrés. 13 millions de kilomètres carrés. Le Canada arrive à presque 10, un peu moins que 10 millions de kilomètres carrés. Or, seulement la Sibérie, qui n'est qu'une région de la Russie, est 10 millions de kilomètres carrés. La Sibérie est plus grande que le Canada. Un territoire immense, très peu peuplé, dans le passé comme aujourd'hui, que les Russes ont utilisé pour faire des camps de travail obligatoires, pour faire leur pénitentiaire, leur prison, pour déporter d'abord les arts et les prisonniers politiques, et puis à l'époque soviétique. Mais un territoire aussi extrêmement riche de ressources naturelles, plein de bois, de mines, de charbon, de fer, de pétrole, tout type de métaux. Alors que territoire immense. D'accord, très peu peuplé, mais immense. Comment ça que, alors que l'Alaska s'appartient aux États-Unis, c'est un État des États-Unis? Parce que c'était trop loin, et tout simplement, pendant que les États-Unis colonisaient de plus en plus à l'intérieur du continent, les Russes ont décidé de vendre littéralement l'Alaska aux États-Unis. L'Alaska a été vendu pour l'échange monétaire. Ne me demandez pas combien c'était d'argent, parce que l'argent n'a pas la même valeur que dépendamment des époques, même si c'était toujours le dollar américain. Le dernier mot-clé, le bilan. Alors que la grande question qu'on doit se poser devant le colonialisme est
que c'était un acte de violence ou une œuvre de civilisation. D'accord? Alors que là, les jugements des historiens se divisent en deux parties. Qui dit, les Européens, de quel droit sont allés en Afrique, ils se sont installés, ils ont posé leur langue, leur culture, leur religion, leurs lois. De quel droit ils ont fait ceci? D'accord? Ils ont écrasé toutes les cultures locales. D'autres, par contre, disent, mais ces peuples-là avaient une mortalité infantile, une mortalité très haute, la vitesse moyenne était très basse, ils n'avaient aucune culture, ils n'avaient pas de moyens de transport, ils n'avaient pas de technologie, ils n'avaient pas d'écriture, ils n'avaient pas de littérature, ils n'avaient pas de démocratie, ils n'avaient rien de ceci. Et maintenant, les Européens, ils ont pratiquement hérité tout. Alors que chacun peut argumenter l'idée qui le convainc le plus. Moi, je dirais que ça a été un peu de deux. D'accord? Oui, c'était un acte de violence, mais il faut mettre les choses dans leur temps. On dit souvent, on accuse les Européens dans leur colonisation de l'Amérique et de l'Afrique. Les Européens étaient ethnocentriques. Qu'est-ce que ça veut dire ethnocentrique? Leur ethnie, leur culture, leur nation, ils les mettaient au centre du monde. Et tout le reste, ils les voyaient comme des satellites, comme quelque chose de subordonné. Bien. C'est vrai, les Européens étaient ethnocentriques. Mais quand nous disons ceci aujourd'hui, nous sommes chronocentriques. Nous mettons les valeurs de notre temps, le jugement de notre temps pour juger le passé. Et c'est pas mieux. C'est pas mieux qu'être ethnocentrique. D'accord? Les Européens, les autres, ils arrivent là et ils disaient, regardez, nous avons une industrie, vous ne l'avez pas. Nous avons un parlement, vous ne l'avez pas. Nous avons une écriture, vous ne l'avez pas. D'accord? C'était une supériorité qu'ils constataient. Ils n'avaient pas la sensibilité de respect des traditions qu'on a aujourd'hui. Et sûrement, il y a eu en Afrique un progrès technologique et scientifique. On a éliminé cette pratique barbare dans certains pays. Juste pour en nommer une, la pratique des satis. En Inde, les satis étaient les veuves, et selon la tradition indienne, sati, voilà comment ça s'écrit, selon la tradition indienne, les femmes devaient suivre leur mari dans la mort, et alors tout simplement on les brûlait. Or, les Britanniques ne se mélangeaient pas beaucoup, ne s'amenaient pas beaucoup dans les pratiques et les traditions locales, mais celle-là, ils l'ont interdit, et c'est pratiquement fini, cette pratique qui était... si on la juge pas baba, était quand même très cruelle. Il y a eu une amélioration de la santé, les populations africaines ont grandement augmenté en nombre parce que avant l'arrivée des Européens, ils avaient une mortalité infantile, 8 enfants sur 10 mouraient. À la fin du 19e siècle, il y avait la moitié survécu, comme mortalité infantile très élevée, mais pas autant qu'avant. On a eu la monnaie, le développement du commerce, l'instruction. Et c'était surtout avec l'instruction que la diffusion des idées, comme la démocratie, la liberté et l'égalité, sont devenues des revendications. Au XXe siècle, surtout après la Première Guerre mondiale, jusqu'aux années 50, 60, surtout le XXe siècle, les élites africaines, ceux qui ont étudié, vont prendre de plus en plus position. Mais comment ça? Vous nous parlez de liberté, nous ne sommes pas libres. Vous parlez d'égalité, nous ne sommes pas égaux de vous. Vous parlez de démocratie, mais vous venez nous administrer. Et c'est comme ça qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les colonies africaines, l'une après l'autre, obtiennent leur autonomie, leur indépendance. Alors, acte de violence ou acte de civilisation? À vous la réponse, la réflexion. D'après moi, c'est un peu des deux.